C'est toi qui décides où que l'argent va. Si tu le donnes à ta femme ne veut pas payer la maison, puis elle veut pas payer l'auto, puis elle veut pas payer les cartes de crédit, mais au moins c'est elle qui l'a, c'est pas les créanciers qui l'ont. J'avais pas de personne, j'avais pas de place à aller. J'étais sans abri, on va dire. On avait parlé de l'assurance vie. Eux autres, dans leur culture, quand une femme et un homme se marient, la famille de l'homme a l'obligation de donner l'or à la famille de la femme. On vit dans une économie, on vit dans une société où que le crédit est pitché gauche et droite comme des bonbons. J'ai des clients, puis je rencontre du monde, qui arrivent ici, ils travaillent au gouvernement, qui sont en train de travailler sur un side business. Leur side business va marcher. Tu sais, on regarde Sezzle, PayBright, 0% d'intérêt. On est rendu qu'on est capable de faire notre épicerie avec du Sezzle et du PayBright. Je vais appliquer pour un permis pour être capable d'être l'organisateur d'un TED Talk en province de Québec. La valeur, c'est de toujours être l'héros. Être l'héros pour soi puis être l'héros pour les autres. Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host Ray Antonio. Et bienvenue à tous, mon prochain invité. Mais avant, vous allez voir, parce que ça va être une personne géniale en ce moment que je vais vous présenter, qu'il y a une bonne affinité, une bonne relation qui est en train de se développer, puis ça fait peut-être déjà 1 an à peu près. Mais avant tout, je vais donner un shout-out à tous nos abonnés. Dernièrement, on est dans le go, on est dans le mouvement. Et je vous apprécie super beaucoup à tous ceux qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous supportent, qui nous écrivent des commentaires super positifs, autant constructifs et négatifs. Allez-y. Les haters, ils contribuent vraiment à plus d'engagement, plus de visibilité. On vous encourage aussi. Mais entre autres, donc n'oubliez pas d'aller follow sur TikTok, follow sur Instagram, follow sur YouTube. Disponible sur Spotify, sur Apple. Donc, vous savez déjà, Yellow Sea Podcast, guys, on est ici pour parler d'entrepreneuriat et de diversité. Mon prochain invité, je vais vous présenter quelqu'un qu'on a développé une relation en ligne, puis c'est la première fois qu'on se voit en personne. Mais les médias sociaux, ils nous donnent tellement une approche, puis quand tu rencontres quelqu'un juste d'affinité, comment tu vois une personne, ça crée des liens. Fait que je vous présente ici un entrepreneur, un courtier, un philanthrope, un financier, Philippe Goyer. Content d'être ici aujourd'hui avec toi, Ray. Bienvenue. Ouais, merci, Yes. merci. Yes, je suis content de te voir ici aussi, ça fait plaisir. Ça fait une couple d'années qu'on se suit, puis là, Ouais. on a la chance de se voir en personne. Exactement. Puis, hey, super cool. Merci aussi pour toi. Tu sais, vraiment, je donne un shout-out à tout le monde, mais tu sais, même toi, tu t'as montré du love dès le début, depuis un bout de temps. Toujours en train d'écrire des trucs super positifs. Puis, honnêtement, pour un créateur, puis toi, je te vois aussi aller, là. Puis, ça, c'est quelque chose que je remarque. Tu sais, je t'ai vu faire des marathons, je t'ai vu faire des conférences, je t'ai vu faire des TEDx. On peut en parler de tout ça, vous allez voir, guys. Mais, puis je me sens le besoin aussi d'encourager parce que je vois vraiment que tu es en train d'embarquer dans un grind. Puis ça, c'est le grind. Quand tu fais ce truc-là de créateur, c'est parce que tu crois en toi. Oui. Tu crois que toi, tu as quand même quelque chose qui tu peux amener une valeur de plus à quelqu'un d'autre. Oui. Puis non, vas-y, je te laisse Tu le finir. fais d'une manière, moi je sais pas pour toi, mais moi je le fais d'une manière, j'essaie d'être intègre. Tu sais, tu as dit les marathons, tu as dit quelques d'autres choses aussi. Mais c'est pour montrer aux gens que les choses, c'est possible. Puis je pense que quand on voit toi ou d'autres entrepreneurs, on est disciplinés, on fait les choses, on n'a peut-être pas les résultats dès le début. Jamais. C'est de continuer d'être discipliné puis avoir de la constance qui finalement permet d'encourager les autres. For sure. Mais moi, je suis content qu'on n'ait jamais les résultats dès le début. Oui. Parce que sinon, ça serait plate. Regarde, moi, je veux de l'action. Oui. Puis, tu deviens addict à peut-être cette genre... C'est ça que ça devient des fois l'entrepreneuriat, là. C'est genre... Il y a un effet sado. Il y a un effet sado derrière parce que tu es comme toujours en train de... Tu sais déjà que ça fait mal. Puis, tu es toujours en train de faire des choses qui continuent cette douleur-là. Mais cette douleur-là est juste temporaire. Elle est temporaire parce que tu n'es pas dans l'état que tu voudrais être, mais tu es dans une phase où est-ce que ça peut être dur, l'entrepreneuriat. Il va y avoir beaucoup d'obstacles, de défis derrière ça. Beaucoup d'apprentissage aussi, des pertes, mais il va y avoir beaucoup de victoires. Mm-hmm. C'est pour ça que sont importantes les défaites. Parce qu'on a des victoires, puis les victoires, tu sais, vraiment nous donnent cette volonté de faire mal encore plus parce qu'éventuellement, je vais l'avoir. Fait que, regarde, c'était une petite intro que je pourrais rajouter à comment je peux sentir l'inspiration, tu sais, vraiment que tu es en train de dégager d'ici. Fait que, Philippe Goyer, je sais que tu venais ici à Montréal, mais d'où tu viens en ce moment? Tu habites dans quel coin? Présentement, j'habite à Québec. À Québec. Présentement, j'habite à Québec. Je suis natif de Montréal, de Vancouver. J'ai déménagé beaucoup dans ma vie. Oui. OK. Oui. Fait que c'est quoi genre le cheminement derrière tout ça? Québec, Montréal, Vancouver, raconte-moi ça, le PAF. Dans le fond, je suis né à Québec, déménagé à 4 ans à Vancouver. J'ai habité sur un voilier là-bas.
pendant une Un couple d'années. voilier. Ouais. Bourgeois. Ouais, mais j'ai jamais fait de voile. OK. Quand même assez drôle. J'ai habité là 12 ans. Je suis revenu ici pour mon secondaire. Puis après ça, je suis allé à Québec. Je suis revenu à Montréal. Je suis retourné à Québec. Puis là, un jour, on va retourner à Montréal. OK. Fait qu'est-ce qui t'a ramené à Québec? J'ai de la famille là-bas. Puis avec Ok. mes 2 enfants, mais je voulais me rapprocher un peu de la famille que j'avais là-bas. Rapprocher le mic un Oui. petit peu plus. Ouais. Fait que j'avais de la famille là-bas. Puis je voulais me rapprocher pour mes enfants, pour qu'ils puissent voir les grands-parents et tout. Oh, non, définitivement. Fait que la famille, c'est très important pour toi. Oui. T'as combien d'enfants? 2. 5 et 7. 5 et 7. Ouais. Ah, c'est nice. Fait que là, sens-tu que tu peux avoir... parce qu'en ce moment, moi, je suis dans la phase 2 ans, 3 ans. Là. Mhm. Il y a beaucoup, vraiment de responsabilités. Mais à 5-7, sens-tu que une petite plus de liberté ou c'est encore, il faut que tu sois très présent. Là. Ouais, il y a une Encore des liberté, bébés, mais c'est différent. Ok. Je te dirais que c'est différent. Mais c'est drôle. Ouais. C'est cute à voir. Mhm. Ça va vite. Ça fait... Puis là, t'es en couple depuis combien de temps? En couple, plus en couple. Plus en couple, Plus OK. en couple, ça c'est assumé. récent aussi. OK. C'est récent. Avec la même femme, la mère de tes enfants? Oui, exactement. Fait que c'est récent qu'il y a eu une rupture de ce côté-là, mais la vie En continue. bon terme, t'as l'air En positif. bon terme, les enfants, la business, puis on continue de pousser. C'est bon, ça. Puis quel genre d'enfance avais-tu? T'étais-tu genre vraiment dans un bon espace ou est-ce que, tu sais, comme, regarde, t'as parlé de voilier, tu sais, fait que tu naviguais beaucoup dans l'océan, dans la mer, j'imagine? J'ai même pas navigué. J'ai resté sur le bateau. J'ai vécu dessus. OK, J'ai parce que le jamais bateau fait était de voile. stationné, là. Oui, stationné dans un port. OK, Fait ouais. que, ouais, c'est drôle parce que j'ai habité sur un voilier, mais j'en ai jamais fait. Fait qu'il n'a jamais Non. bougé en Non. 12 ans? En 2 ans. 2 ans. 2 ans, oui. OK. J'avais compris 12 ans. 12 ans à Vancouver, 2 ans sur le voilier. OK. Shit. Qu'est-ce qui a amené à aller vivre dans un voilier? C'est-tu peut-être que la culture là-bas est différente? Puis Non, mon père il avait l'idée de déménager là-bas, acheter un voilier, faire le tour du monde. Finalement, on a fait la première étape, on a acheté le voilier. Il s'est rendu compte que finalement, c'était pas si... c'était beaucoup plus dur qu'il pensait, réalistiquement. Puis, on a eu du beau temps. J'arrivais à l'école à 7-8 ans, je disais que j'habitais sur un bateau de pirates. Fait que, OK. vous imaginez, à cet âge-là, c'était quand même le fun. OK, intéressant. Ton père derrière ça, pour avoir juste une idée comme ça, qu'est-ce qui fait ton père? C'est-tu un gars que tu considères un regular dad ou sinon quelqu'un vraiment qui, tu sais, lui, était déjà très actif ou... Très actif, je te dirais. J'ai commencé à faire du camping, des randonnées. Mon père était un militaire, fait que très rigoureux, très discipliné. Puis on a commencé à faire beaucoup d'activités de très jeune. Puis mon père, comme moi, c'est un rêveur. Puis lui, il disait toujours we shoot for the moon, we aim for the stars, and even if we miss, we land no. We aim for the moon, if we miss, we land amongst the stars. En voulant dire qu'il faut toujours viser haut, puis même si ça ne marche pas comme qu'on veut, on va avoir fait l'expérience pareil. Super cool, tu sais, de voir vraiment avoir une présence comme ça. C'est une personne qui doit allumer une flamme en toi ou toujours la garder. Fait que j'imagine, c'est à cause de ça, aujourd'hui, tu es quand même genre, tu sens que ta vie comme... À cause de cet homme-là qui vraiment, il me gardait tout le temps en vie, aujourd'hui, tu t'en veux juste plus. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est de continuer le hustle, continuer le grind. C'est toujours vouloir plus. C'est jamais se satisfaire pour qu'est-ce qu'on a. Puis toujours dire, bon, mais on peut aller chercher quelque chose de plus. On peut sortir de notre zone de confort. Puis ma zone de confort, c'est pas être en confort. OK. Ça, c'est vraiment un bon entrepreneur. Oui. On est comme ça. C'est pour ça que je te dis, genre, on est sado parce qu'on veut toujours être inconfortable. Exactement. C'est très sado, cette affaire-là, mais regarde, on vit avec ça. Et nos femmes vivent avec ça aussi. Oui. Question comme ça, pour essayer de découvrir vraiment encore plus, parce que je trouve que qui on est à une enfance, nos adversités créent vraiment qui on devient. Puis je trouve que, tu sais, vraiment, les adversités, c'est des étapes de la vie que doivent être encouragées même, tu sais, vraiment de faire partie des leçons. Toi, ça a été quoi ta plus grosse leçon de ton enfance à peu près que tu dois avoir connue dans cette période-là? S'il y en a une, mais il y en a une. Il y en a plein. Je te dirais, moi, j'ai déménagé quand j'avais 15 ans dans mon premier appart. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à travailler très jeune. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait quand j'étais dans le grind avec mes amis. On sortait le soir, on faisait plein de conneries. À un moment donné, j'ai fait le déclic que ça allait pas être ma vie. Puis je voulais avoir plus. Puis j'étais très jeune. Puis je me suis dit, bon, mais c'est pas parce que je suis jeune que je suis pas capable d'atteindre ce que je veux
d'un âge adulte à un âge de 18-19 ans. C'est là que j'ai vraiment commencé à travailler plus fort, investir, changer de paradigme un peu. Puis de voir que, bon, mais finalement, l'âge ne nous limite pas. C'est juste un numéro. Puis on est capable d'arriver à qu'est-ce qu'on veut. Mis à part les chiffres, mis à part notre expérience, c'est notre volonté qui nous amène où qu'on veut être. OK. Cette réalisation-là, tu l'as eue autour de l'adolescence? J'avais 16 ans, à peu près. 16-17 ans, oui. C'est quoi qui a provoqué ça? Provoquer ça, moi, dans le fond, je venais juste de casser avec ma blonde à l'époque. J'avais pas Une femme encore. Toujours une femme. J'étais sans-abri, on va dire. Puis j'ai demandé de l'aide. Puis l'aide que j'ai eue, c'était une ressource. Moi, l'aide qui m'a été donnée, c'est va à telle place, ils vont donner de la bouffe pour une semaine. Je vais pas te donner, je vais pas montrer. La philosophie derrière, c'est on va montrer à quelqu'un de devenir un pêcheur et non donner le poisson pour une journée. Fait que cette réalisation-là m'a donné un gros coup dans le pied, gros cul dans le derrière, pour finalement dire bon, mais c'est pas qu'est-ce que je veux dans ma vie. Puis c'est pas vrai, à 16 ans ou à 17 ans, je vais continuer comme ça. Fait que j'ai snap out of it, started hustling, puis j'ai foncé. Wow. Tu vois, je les encourage ces trucs-là parce que ça, des fois, on a besoin de cette poussée-là. Oui. Puis surtout, c'est rare que quelqu'un va avoir la poussée, genre vraiment, qui vienne normalement. Mais je pense que tout le monde doit être poussé en bas de la falaise, puis check les conséquences. Au pire, tu tombes, puis tu te relèves, ou tu tombes, tu te lèves pas. Oui. Puis tu sais, tu considères tout ça un major rock bottom pour toi? Oui, je trouve ça un major rock bottom, mais j'en ai eu une couple d'autres qui étaient un peu plus ben là, vas-y, on commence à rock bottom level 1, maintenant level 2. Level 2, 23 ans, 24, excuse. Première maison. Mon fils, il avait 6 mois. J'ai tout fait de la bonne manière. J'ai acheté ma maison, mise de fonds, inspecteur, courtier, tout, à bonne et due forme. Puis finalement, la première maison, il y avait des dols. Fait qu'il y avait une omission de vérité sur la déclaration du vendeur. Fait que je me suis retrouvé avec une maison de 250 000 avec 120 000 de dommages. Je n'étais pas capable de redonner les clés à la banque, parce que les autres ne le voulaient pas. Je n'étais pas capable de le poursuivre, mais j'étais capable. J'ai commencé à le poursuivre. Puis au bout de 2 ans de frais d'avocat, rénovation dans la maison, mon fils qui avait 12 mois, 18 mois à l'époque. Bébé encore. Mais là, j'avais le choix. Je continue, je me pogne un appart, je paye l'hypothèque, je paye les frais d'avocat à 400$ de l'heure. Ou je scrape ça, je redonne les clés à la banque, je perds mon nom, je continue la poursuite. Fait que là, j'ai redonné les clés à la banque, j'ai perdu mon nom. J'ai continué la poursuite. C'est terminé pendant la COVID, qui a à peine couvert un tiers de mes coûts au niveau de l'avocat. Mais ça, pour moi, c'était, je te dirais, un des plus gros rock bottom que j'ai pu avoir. Parce qu'à 24 ans, j'avais réussi. J'avais ma maison, j'avais ma famille, j'avais ma femme, mon enfant, la maison. Puis là, du jour au lendemain, c'était parti. Une faillite, genre? Oui, une faillite. Fait que proposition consommateur, parce que si je faisais une faillite, je perdais mon droit de recours. Si je gardais la proposition, je pouvais continuer à leur actionner. Puis... Yeah, c'est bon de parler de certaines choses comme ça. J'ai vu une fille sur TikTok, elle parle juste de la faillite. Toute vidéo, elle parle de la faillite. Puis elle veut normaliser ça, puis l'éduquer en même temps. Fait que, vraiment, avoir le courage de parler d'un certain rock bottom comme celui-là, comme je te dis, je pense que ça peut inspirer puis résonner dans la tête des personnes. Vraiment que, chez moi aussi, je suis dans des choses un peu précaires. Puis des fois, ça prend juste une personne, vraiment, pour s'amener à la prochaine étape de comprendre, de voir les choses. Mais tant mieux, regarde, maintenant que c'est de tourner un chapitre en ce moment, une page de l'autre. Mais derrière ça, c'est super intéressant de voir vraiment où est-ce que, vraiment, les moments tournants de nos vies. Donne-moi un moment où est-ce que tu t'es senti à 100%, un moment, genre vraiment, genre de 7e ciel, genre de réussite. Hey boy! Ça, je peux te dire, c'est quand j'avais acheté le titre Canopy. C'est un titre Canopy? Ouais. Ouais. OK. Ouais, ça, c'était, je te dirais, mon top. Je l'avais acheté... Oh boy. Vraiment pas cher. On va dire ça de même. Là, je l'ai acheté vraiment pas cher. Je l'avais vendu au top. Puis c'était... Est-ce qu'on l'entend? Excuse. Ouais. On l'entend sur la... OK. My bad. Pas trop. Sorry, vas-y. Fait que t'as acheté le titre Canopy. Oui, puis c'était... Ça a fait tout le monde, comme on dit.
Puis c'était vraiment... oui, j'étais sur un autre monde pendant cette période-là. T'avais quel âge? J'avais 24, 25. Fait que ça, c'était au début de la maison aussi. Oui, mais c'est en plein milieu de la maison. Fait que c'est comme... C'est venu Oh shit, ensemble, OK. c'est venu Fait que, ensemble. 26, je te dirais, j'ai vendu. OK. Ah, c'est nice, c'est nice. Tu fais-tu de la crypto, du Bitcoin? Je fais pas de crypto. Malheureusement, je me suis investi un peu dans Quadrica puis une couple d'autres qui ont fermé. Fait que je me suis pas relancé là-dedans. Mais c'est sûr qu'éventuellement, avec un petit ledger, mets ça de côté, je pense que ça a quand même un avenir. OK. Non, définitivement. Je pense, en ce moment, la recommandation, c'est que tu devrais en avoir dans ton portefeuille. Tu devrais au moins avoir ça pour la diversification de tes investissements, tout dépendant où tu les places. Moi, j'en ai un peu, mais j'ai eu j'ai eu une phase où est-ce que... C'est une leçon que j'ai appris à cause du Bitcoin, c'est écoute jamais le monde. Oui, effectivement. Parce que j'ai écouté des personnes qui ont dit « Oh non, ça n'a pas marché », puis il était 23 $. Puis j'ai manqué le bateau. Wow. Non, il faut écouter soi. Il faut s'entourer des bonnes personnes pour être capable d'avoir des bonnes connaissances. Mais c'est sûr que tu as le FOMO, hein? Fear of missing out. Ça drive beaucoup. Puis au contraire, mais tu as l'autre qui est bon, mais c'est tout un arnaque. C'est toute une... Tu play safe. Oui, you play safe. Il y a comme un entre-deux que tu peux jouer que finalement, ça nous permet d'apprendre de nos erreurs, mais pas de tomber à terre de nos erreurs non plus. Ouais, non, regarde, moi, ce jour, je le calcule, ce move-là, je suis comme, damn. Ben, regarde, on apprend nos erreurs, c'est comme, c'est des erreurs qui coûtent cher, mais quand t'évolues, regarde, à cause de ce type d'erreur-là, la personne que je suis devenu, c'est quelqu'un qui écoute son intuition à 100%. Il faut que tu me sortes des arguments très puissants là, pour essayer de convaincre si j'ai déjà une intention de faire quelque chose. Mais encore là, ça, c'est des erreurs. C'est une compilation d'erreurs où est-ce que tu es capable de vraiment avoir une certitude très ferme sur ta façon de prendre des décisions, puis aussi te faire confiance à toi-même, sur ton intuition. Oui, puis c'est dur l'intuition de plus en plus de nos jours parce qu'on a tellement de bruit. On a le bruit de la média, on a le bruit de nos amis, on a le bruit du monde qui ont passé par ce chemin-là puis qui ont pas réussi. Fait que c'est d'être capable de mute le bruit puis vraiment prendre le temps de s'écouter, se respecter puis être confiant dans nos décisions. Juste comme ça, t'as quel âge? 32. 32, OK. Oui, j'ai réussi à mute le bruit. Oui? Ouais. Puis moi, j'ai 36. Fait que j'essaie de voir vraiment... Oui. Peut-être je pense que oui, définitivement, il y a une phase quelque part où est-ce que t'es... pas le temps. Oui, pas le temps. Fait que c'est dur. Parce que c'est sûr, il y a beaucoup de bruit. Je pense que ça fait exactement partie de la personne de écouter sa intuition. Parce que l'intuition, on va te dire, comme il y a ce bruit-là, il n'y a pas rapport. Fait que si tu le suis ou tu y payes attention, ben ça va t'affecter. Oui. Ça va t'influencer, puis tu vas pas prendre des bonnes décisions. Tu vas être perdu. Exactement. C'est souvent le premier sentiment ou la première pensée qui vient à la tête, c'est souvent la meilleure. Puis après ça, le doute, puis le raisonnement, puis tout le reste commence à rentrer. OK, non, définitivement. Tu le sens-tu qu'il était assez bien aiguisé, ton intuition? Quand même, mais tu sais, je travaille toujours dessus. Je pense qu'on ne peut jamais maîtriser notre cerveau. Notre cerveau, c'est quelque chose d'assez complexe, mais je le mute. Puis moi, la manière que je le mute souvent, c'est en faisant des activités sportives. Donc, courir. Je trouve, pour moi, c'est une manière de clairer ma tête puis vraiment être focus. Il va falloir que j'aille courir, ça fait longtemps que je n'ai pas couru. Ouais. Je m'ennuie. Je suis en train de me trahir quand je ne m'entraîne pas. Puis, gars, ça fait que ça fait longtemps. Puis j'avais l'habitude, j'étais vraiment pété des scores. Bon. C'est nice. En ce moment, j'ai un bon portrait de Phil Goyer. Merci de vraiment partager ces petites informations qui peuvent être assez comme, vulnérables de chacun. Mais, tu vois, ça prouve qu'il y a une belle croissance dans la maturité d'une personne. Bon, côté business, là, tu es un entrepreneur, tu es un courtier, tu es financier. Puis quelque chose aussi, des discussions qu'on a eues, guys, ici, je vais adorer ce prochain segment-là ici parce que on parlait d'assurance. Oui. Puis dernièrement, j'ai senti quelque chose où est-ce que plus on vieillit, tu sais, vraiment encore là, cette maturité que j'ai atteint, c'est que l'assurance devient comme quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oh. Mais le problème, c'est que c'est tellement mal éduqué. Il y a des cours que, honnêtement, le système scolaire doit intégrer certains nouveaux cours au curriculum. Puis comme ça serait autant les finances,
les assurances, ça devrait être vraiment des choses, tu sais, vraiment la comptabilité, tu sais. À 15 ans, là, on peut être assez bright puis mature pour comprendre, tu sais, vraiment faire ce type de gestion-là et petites décisions. Pas obligé d'être à gros terme, comment faire une hypothèque, mais comprendre le principe derrière l'économie. Le strict minimum. Le minimum, tu sais. Je vous donne un shout-out en secondaire 5. Oui. J'ai eu une prof, puis elle, je pense, elle devait être un peu rebelle parce que je trouvais qu'elle disait des choses que, tu sais, vraiment ne devraient pas être dites, mais elle sentait vraiment vouloir le partager puis se préoccuper de nous. Okay. Puis elle, à un moment donné, durant un cours d'économie, j'ai oublié son nom. Elle était blonde, dans sa quarantaine. T'es belle? Tu sais, maintenant, 20 ans plus tard, tu sais, je la vois, je suis comme... Tu t'en souviens, c'est bon. Mais elle était bright. Puis elle nous parlait de gestion de crédit, comment gérer son crédit. Ça, c'est, je te dirais, on vit dans une économie, on vit dans une société où que le crédit est pitché gauche et droite comme des bonbons. C'est, moi, personnellement, ça me fait de la peine. Tu sais, on regarde Sezzle, PayBright, 0% d'intérêt. On est rendu qu'on est capable de faire notre épicerie avec du Sezzle puis du PayBright. Oh, wow. Fait que là, on parle du basic, là, puis on va mettre ça, on va étaler ça sur des paiements. Excuse, on a l'option de l'étaler sur les paiements, qui fait en fait que quand on a une option, mais souvent, on va le prendre. Il y a du monde qui doit avoir des assets de bills, là, genre mensuels de Sezzle. J'ai vu ça, quand j'ai vu le modèle, c'est nice. Mais ça devient un peu ridicule parce que c'est rendu sur presque n'importe quoi. Oui, vraiment. Une paire de souliers, tu vas mettre genre, tu vas les payer en 3-4 paiements. Comment, man? Des montres assez chères. Tu peux mettre sur 12 mois, sur 24 mois. Par contre, les montres, je trouve que c'est pas mauvais parce que la montre, si tout dépendant c'est quoi, oui. si tu es intelligent, tu pourrais la flip. Oui, effectivement, c'est sûr. Là, je ne parle pas de Rolex, là. Je pense pas qu'ils font un plan de paiement à 0% d'intérêt, mais tu as quand même des montres à 2-3 000 qui met ça en 12 mois, 24 mois. Imagine-toi, Rolex, il fait des paiements genre mensuels. Tu prends 60 mois sur une Rolex. Ça serait pas pire. Mais tu vois, c'est qui le Darth Vader, genre de la planète Klaus, le World Economic Forum? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que people will own nothing and they will be happy. Ça, c'est une grosse référence au crédit. Dans le fond, tout va être à crédit, puis tu vas être fucking joyeux. Oui. Ta piscine, tu vas l'avoir sur crédit. Ouais, mais c'est un couteau deux tranchants. Parce que si tout est sur crédit, tu n'as rien de payé. Dans le temps de nos parents, le crédit, c'était pour les pauvres. Ben, c'est ça le modèle d'affaires en ce moment. Tu sais, vraiment, on est rendu dans une économie tellement bouleversée que tout est rendu, le crédit est rendu intense. Regarde, pour tout le monde. Puis ça va être dégueulasse 2024 sur ce front-là. Oui, on va... La tempête n'a pas fini. Oh, ça, c'est la première neige de novembre là, qu'on est en train de ressentir. Peut-être, je sais pas. Cette année 2023, côté marketing, que je dois dire, ça a été extrêmement bizarre comme économie parce que j'ai vu des clients commencer à faire des retraits. Moi, ça m'a impacté cette année. Oui. J'ai eu mal. J'ai saigné cette année. Je commence à saigner moins. L'hémorragie est presque fermée. Oui. Mais tu sais, dans tout ce qu'on entreprend, ces projets ambitieux, font mal quand l'économie vraiment... tu sais, entrepreneur, c'est dur. C'est ça que je dis que c'est sado. Oui. Parce qu'on rentre dans des games que... Des fois, je n'ai pas de contrôle sur ça. J'ai contrôle sur bien des choses. Autant que ça va être ton développement des affaires, tes ventes, ta productivité, tes opérations. Mais tu sais, quand vraiment un facteur externe que tu n'as aucun contrôle vient vraiment jouer dans la difficulté du jeu. Oui, puis là, il y a toujours l'interne, mais il y a toujours l'externe. Tu sais, dans le marketing, tu as les algorithmes des réseaux qui changent, tu as plein de monde qui se pitche dans le marché, tu as des jeunes ou du monde qui vient manipuler le prix sur le marché, qui vient créer plus de concurrence. Fait que c'est toutes des choses que faut rester innovatif. Puis, il faut... Comme tu dis, l'innovation, elle est super importante, mais elle n'est pas évidente. C'est pas évident. Mais c'est pour ça que, tu sais, vraiment, je pense que quand on parlait de prochains sujets, assurance, c'est là que j'ai réalisé certaines choses. Puis, gars, j'ai ouvert la porte ici sur un cas que je vois qui est assez répandu dans nos communautés de diversité. Fait que je le positionne de cette façon-là. Puis après, toi, tu me quand même corriges. Puis tu me corrigeras encore une fois ici, juste pour qu'on suive vraiment le flow de ce qu'on avait discuté. Bon.
Quelque chose que j'ai réalisé, guys, c'est que j'aimerais ça utiliser cette plateforme-là pour éduquer plus en matière d'assurance vie. J'ai réalisé derrière ça, tu sais, moi j'en ai 2, mais elle n'est pas genre, elle n'est pas wow aussi. Je dois être éduqué plus sur comment je la gère. OK. Mais par contre, ce que je réalise, c'est que, surtout dans les communautés, moi je le positionne comme ça, que tu sais, je vois des personnes, genre, puis pourquoi l'assurance vie? Je vois des personnes, tu sais, vraiment malheureusement, du monde décédé. C'est très plate. Mais qu'est-ce qui est plus plate? C'est le suivant. C'est que quand tu commences à avoir un GoFundMe pour couvrir les frais de funérailles d'une personne, premièrement, tu ne devrais pas, tu sais, la famille ou les amis, personne autour devrait vraiment Subir ces conséquences-là. Exactement, le fardeau, merci. Puis, je trouve que juste aussi genre simple que vraiment prendre une assurance vie qui, peut coûter en bas de 20 $. T'en as qui coûtent en bas de 20 $? On y va à 10 $. Oui. Tout selon vos couvertures, puis c'est combien vraiment la police. Mais juste un petit montant comme ça mensuel, tu ne mettrais pas ce fardeau-là vraiment sur les personnes autour de toi que shit, il faut que je paye genre un 10 000, 20 000 de funérailles, puis tout plein de trucs qui viennent avec. L'assurance vie va couvrir cette dépense-là. Et en plus, redonner à les personnes proches autour de toi. Malheureusement, je trouve que je vois ce phénomène très répandu dans nos communautés, autant latino, autant afro. Puis, je me dis, comme, il faut faire quelque chose de ça. Ça ne peut pas être comme ça. Les derniers posts que je vais voir de toi ne peuvent pas être un GoFundMe. Non, exactement. Il faut que ce soit quelque chose de plus joyeux. Oui, effectivement. Fait que, vu que tu travaillais, tu es courtier, tu es dans les assurances, je trouvais ça pertinent, vraiment la discussion sur toi. Puis c'est là que tu m'as amené des points. Toi, comment tu vois vraiment cette discussion-là par rapport à l'assurance vie? Oui. Je vais rentrer, juste parce qu'on a parlé de différentes cultures, je vais rentrer avec ça en début. J'ai parlé à un ami qui est indien, traditionnel, culturel et tout. Puis on avait parlé de l'assurance vie. Puis eux autres, dans leur culture, quand une femme et un homme se marient, mais la famille de l'homme a l'obligation de donner l'or à la famille de la femme. Lingo, hein? Puis la raison qu'ils font ça, c'est pour sécuriser le futur. Pour que si jamais l'homme n'est plus là, mais qu'il y ait au moins quelque chose pour la femme puisse se virer de bord, couvrir les frais, le mettre en collatéral. Puis tu sais, l'or, c'est une des anciennes manières de... C'est un refuge. Ouais. C'est un refuge. Mais de voir culturellement qu'ils ont impliqué ça pour finalement enlever le fardeau sur la femme, je trouve ça très bien. Puis tu sais, quand on parle, tu sais là, on a parlé de la femme, mais n'importe quel décès prématuré, c'est un fardeau financier. Parce que veut pas, si on est père, mère d'une famille, puis il y en a un qui décède prématurément, mais on a un revenu à remplacer. Puis si on a des enfants, mais on a un revenu à remplacer pendant X temps pour que l'enfant puisse au moins avoir la maturité. Parce qu'à ce moment-là, c'est des dépendants. Quand on a des enfants, puis on a 30-40 ans, sont des dépendants, c'est correct. Mais quand les enfants sont jeunes, je pense comme parents, on a une obligation de dire, bon, mais demain matin, il arrive quelque chose, je veux pas que mon enfant il vive dans un 3,5 dans un sol, puis qu'il aille dans une école, tu sais, peu importe, puis qu'il se promène avec des souliers avec des trous dedans, parce que moi, j'ai pas pris la responsabilité de ne pas prendre une coupe de café par mois puis me prendre une assurance vie. Tu sais, tu as de l'assurance vie qui coûte pas cher. C'est sûr que ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de facteurs, mais quand on parle de 20 ans, 30 ans, on peut avoir 500 000 pour, en bas de 40-30 piastres, pour une période. Soit 10 ans, soit 20 ans. Ça ne restera pas pour toute notre vie, mais au moins, on va avoir une phase de notre vie couverte pour enlever ce fardeau-là quand nos enfants sont jeunes. Puis tu sais, je trouve que durant la vingtaine, moi, personne ne me parlait de ça. Oui. J'ai personne dans mon entourage qui me parlait de ça. Tu vraiment comme prendre une assurance vie pendant que ça te coûte des peanuts, tu es en bonne santé, tu es jeune, tu es intelligent, tu travailles. C'est la période que tu es vraiment comme tu devrais le prendre. Mais non seulement le prendre, être éduqué à comment le prendre puis le consommer. Parce que ce que j'ai appris moi dernière, que maintenant je suis curieux, il faut que je le fasse parce que j'ai une femme, j'ai une maison, j'ai un enfant. Oui. J'ai des business aussi, tu sais, je peux pas laisser, si quelque chose m'arrive, ben je peux pas laisser un vide là parce qu'il va y avoir des répercussions lourdes. Oui. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à plus m'éduquer derrière ça. Oui. Et tu sais, c'est juste laisser quelque chose au moins de retomber derrière ça, ben là, je trouve qu'en ce moment, c'est le moment d'avoir la discussion. Puis maintenant qu'on a des audiences, des communautés,
qui nous écoutent, ben, je trouve que c'est le moment de commencer à éduquer. Oui. Mais tu vois, comme une des premières affaires que je vais dire, c'est souvent le monde va me dire j'ai une assurance vie. Puis ils vont dire j'ai une assurance vie avec mon institution financière, avec l'hypothèque. J'ai une assurance vie avec ma carte de crédit. J'ai une assurance vie avec ma marge de crédit, avec mon auto. Mais moi, je reviens toujours à la base. C'est une assurance vie pour protéger qui? Pour protéger les créanciers. Toi, tu payes pour protéger les créanciers. Pourquoi? Parce que quand tu meurs, mais la dette, elle tombe claire. Wouhou, c'est le fun. Mais tu payes pour leur protéger. Ou que quand tu prends un contrat à toi, c'est toi qui le payes, c'est à ton nom, c'est toi qui décides où que l'argent va. Si tu le donnes à ta femme ne veut pas payer la maison, puis elle ne veut pas payer l'auto, puis elle ne veut pas payer les cartes de crédit, elle fait ce qu'elle veut. Mais au moins, c'est elle qui l'a, c'est pas les créanciers qui l'ont. Bang! Fait que là, de dire aux créanciers ou de dire aux gens, paye l'assurance pour que nous autres, on se protège. Je trouve ça un peu... tu sais, ça fait partie du jeu et tout, mais tu sais, t'es pas protégé comme tu devrais l'être. C'est très smart ce que tu viens de dire, parce que justement, c'est ça que je veux entendre. En ce moment, je viens d'apprendre quelque chose, puis c'est un point de vue encore là que, tu sais, les compagnies d'assurance vont nous dire comme, ouais, ben oui, il faut que tu prennes ça. Ben, j'en ai sur la marge, j'en ai sur d'autres choses. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? C'est tellement une autre vision de le comprendre. Tu sais, tu l'as sur la marge, tu l'as sur une carte de crédit, tu l'as sur un char. Tu prends tout ce que tu payes, puis tu le payes pour un contrat à toi, ou que c'est toi qui décides. Je suis sûr que tu vas aller chercher plus ou moins tu vas aller chercher plus pour plus ou moins le même prix. Bang. OK. Mais regarde, on va parler après. Tu vois, super cool. Puis là, ça... Fait que toi, c'est-tu quelque chose que tu discutes beaucoup, ce volet-là? Oui. Je discute beaucoup d'assurance vie. J'essaie de l'amener d'une autre manière. J'essaie de l'amener de manière éducationnelle. Parce que je trouve que, comme on a dit, il n'y en a pas assez. Puis, une autre chose que tu ne savais pas, une assurance vie, on pense que c'est pour la mort. On est d'accord? La majorité du monde, une assurance vie, je n'ai pas besoin de ça, je vais mourir dans 60 ans, pas grave. Invalidité aussi. Et si je te dis qu'une assurance vie, il y en a certaines que tu peux utiliser de ton vivant, que tu as comme une équité comme dans une maison, tu as des valeurs d'achat à l'intérieur. OK. Explique-moi ça. Tu as des assurances vie qui sont permanentes. Ouais. Fait que dans le fond, ils vont être plus dispendieux qu'une temporaire, mais finalement, à l'intérieur, il va y avoir des dividendes ou il va y avoir un côté investissement que nous autres, de notre vivant, si jamais on veut, on peut le mettre en collatéral, on peut emprunter dessus, on peut l'utiliser de notre vivant. Damn. Fait que finalement, ça vient faire, je dis toujours, une pierre deux coups. Fait que tu sais, ça peut venir combler plusieurs besoins. On a une équité, on a de l'investissement et on est assuré. Bang! Oh shit! Yo, c'est sûr qu'on se parle après. C'est sûr qu'on se parle après. OK. Super intéressant. Oui. Puis quand on parle générationnel, moi personnellement, j'ai 2 polices de vie sur mes enfants. Il y avait 2 ans, il y avait déjà des assurances vie. Pourquoi? Parce que pour le petit montant que je paye, vu qu'ils sont jeunes, eux autres, ils vont avoir 3, 4, 5 millions. Ou mes petits-enfants vont avoir 3, 4, 5 millions. Fait que quand tu penses à l'aspect générationnel, que pour le peu que moi je vais investir dans ma génération pour eux, je vais leur donner un cadeau, puis le cadeau va se redistribuer envers leurs enfants. Si eux autres font la même chose, mais c'est comme ça qu'on crée de la richesse générationnelle et un patrimoine générationnel. Parce qu'on ne pense pas à « je vais me promener en gros char aujourd'hui ». Non, je vais mettre un petit peu de côté pour mes futures générations. Parce que je sais qu'avec le temps, je vais aller chercher beaucoup. Il y a beaucoup de communautés qui ont fait ça. Yo, honnêtement, là, tu viens vraiment genre de changer la perspective de plein de choses parce que oh shit, parce que j'ai jamais su, regarde, tu vois, il n'y a pas d'éducation sur ça, puis j'ai jamais su que tu vraiment, il pourrait avoir cette possibilité, comme tu dis, prendre un collatéral. Fait que si, admettons, je mets ça sur mon fils, ma fille, par exemple, ma jeune fille, pourrait avoir du collatéral là pour peut-être elle qui paye son building. Oui. Peut-être pas complet, mais dépendamment de... Une portion, tu sais. Une portion, dépendamment de tu sais, c'est sûr que c'est très complexe, des stratégies comme ça, mais il y a toujours... Mais c'est une option. C'est une option. Il y a toujours des moyens d'avoir le côté investissement, le côté... C'est pour ça que je disais tantôt, un pierre deux coups, parce qu'on va chercher 2 aspects. Le monde y pense, j'ai pas besoin d'assurance vie, c'est pour dans 60 ans. Oui, mais parfait. Mais on va se dire la réalité. C'est qu'est-ce qui est sûr dans la vie? Les taxes et la mort. Est-ce qu'une assurance vie, c'est un bon investissement? L'assurance vie, c'est un bon investissement. On va mourir à quelque part. Fait que de le prendre sur nos enfants, de le prendre sur nous, de le prendre sur nos parents, mais oublie le côté émotionnel. Je comprends que certaines personnes peuvent voir ça comme bon, mais c'est exploiter. C'est exploiter la mort. Non, c'est pas exploiter la mort. C'est être rationnel puis dire
on va tous mourir. Exploiter le système rendu là. Mais oui, tu mais d'un autre... Tu me dis que c'est legit de faire ça, fuck, pourrais je le faire. Moi, je sais quoi, qu'est-ce que je vais donner à ma fille pour Noël. Oui, exactement. Puis tu vois, moi, mes enfants, la manière dont j'ai fait ça, c'est... Bon, mes enfants, quand ils vont se marier, quand ils vont voir des enfants, moi, je vais dire, bon, mais papa, il a pensé à toi. T'es déjà couvert. Mais là, je veux que t'en prennes sur tes enfants. Fait que toi, t'es en train de donner le même lingot d'or que les Indiens, mais de façon assurance à tes enfants quand ils vont... Si tu continues de faire ça, puis tu le fais ça générationnel en génération, mais c'est là que tu vois les grosses familles aux États-Unis que finalement, il n'y a rien que tu peux faire pour enlever leur patrimoine. Ils ont fait ça de génération en génération en génération. Ça, je l'ai compris que, tu sais, vraiment, c'est pour ça que moi, en ce moment, je suis comme cette première génération-là qui est capable de faire ce genre de décision-là et de placement, tu sais, contrairement à ma mère, quand même une maman latina immigrante encore, tu sais, rendue plus vieille, puis elle n'a pas la tête à ça, tu sais, it is what it is, mais elle m'a donné le cadeau de pouvoir le faire. C'est pour ça, tu sais, des trucs comme ça, moi, en ce moment, le patrimoine, c'est mon objectif. Je le vois à 3 générations, comment, genre, mes petits-enfants vont pouvoir bénéficier de tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis prêt à slave aujourd'hui, juste pour que la 3e génération de moi puisse fucking profiter. Comme je vois du monde aujourd'hui qui, exactement, ils profitent. Tu regardes comme, la vie est belle. Côté financièrement, peut-être d'autres problèmes, oui, mais côté financièrement, quand au moins il y a une grosse chunk des problèmes qui sont résolus quand tu viens d'assurer ça, là. Puis moi, je te lève mon chapeau, puis je lève mon chapeau à tous les immigrants, puis première, deuxième, troisième génération, parce qu'on dirait qu'ils ont une volonté que les locales n'ont pas, parce qu'ils réalisent les opportunités qu'ils ont. Ou que quand ça fait trop longtemps qu'on est ici, je parle pas pour la majorité du monde, mais je parle pour moi, quand ça fait trop longtemps qu'on est ici, mais on ne réalise pas à quel point qu'on a des options, puis on a des choses. J'ai des clients, puis je rencontre du monde qui arrive ici, ils travaillent au gouvernement, puis sont en train de travailler sur un side business. Puis leur side business va marcher. Puis dans 2-3 ans, ils vont lâcher le gouvernement, leur side business va rouler, puis leurs enfants, ça va être la même chose. Fait qu'ils ont une volonté de dire, bon, mais moi, j'arrive ici, j'ai plein d'opportunités, j'y prends. Puis t'en as d'autres, malheureusement, que bon, mais prendre une assurance à 16$ par mois ou aller prendre des formations pour finalement s'avancer au niveau de leur carrière ou ça leur tente pas. C'est pas une option. Ouais, malheureusement, malheureusement, je connais plein de monde comme ça. Tenez-vous loin de moi. Oui, il faut. Parce que c'est un cercle vicieux, la zone de confort. La zone de confort, l'environnement d'amitié, ça, c'est des cercles vicieux là, que si vous ne l'avez pas encore vécu, guys, vous faites partie du cercle. Parce qu'il y en a partout. Oui, effectivement. Toi, tu sais, l'emoji avec la tête qui explose. C'est moi live. Oui. Non, mais tu sais, c'est important. Puis comme je te dis, quand quelqu'un me dit « Bon, mais non, ça me tente pas, tu sais, je suis jeune, j'ai pas à penser à ça », c'est 3 ou 4 cafés par jour ou par mois. Tu sais, ça te coûte 20$ par mois. Au moins, tu t'assures ton assurabilité. Je ne dis pas d'aller prendre une assurance vie d'1 million, mais si à un certain âge, tu sais que tu vas vouloir des enfants ou peu importe, tu prends une assurance minime, le moins cher sur le marché. Mais au moins avec ça, si jamais il t'arrive quelque chose, au niveau de ta santé, mais tu en as une en place, puis tu peux le transformer. Tu peux faire des modifications dedans. Que si tu n'en as pas du tout, moi j'ai déjà vu ça, quelqu'un 23 ans, non, j'en ai pas besoin, 26 ans arrive, infirmière, elle a des problèmes de santé, elle a ci, elle a ça, finalement... c'est plus difficile ou c'est plus coûteux à cause de tous ces événements-là? Wow. Non, définitivement. Puis, tu sais, encore là, c'est ça qui est le fun. C'est super cool d'avoir un invité comme toi parce que on peut voir des perspectives qui challenge aussi déjà, genre, la perspective populaire, sociétale. Puis en ce moment, je le vois partout. C'est comme, fuck, on est entouré. Ça, c'est le bruit, comme tu disais tantôt. C'est le bruit, justement, qui est tout le temps en train de dire il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et tant mieux qu'on est ici aujourd'hui en train de faire des podcasts puis en train de réveiller la population. En tout cas, le 10% qui va être réveillé parce que les autres sont endormis, sont pluggés. Matrix style. Exactement. Puis moi, c'est une mission que j'ai. Mis à part ma business de finance, moi, c'est quelque chose que je fais. Je viens juste de faire une conférence, comme on avait dit tantôt. Puis moi, c'est d'éduquer le monde puis juste propager l'information. Parce que l'information, c'est notre biggest asset, notre plus grosse richesse. Parce qu'en ayant l'information, mais c'est là qu'on est capable de prendre des choix. Mais tu vois, regarde, analogie que je vais faire. Actuellement, au Canada, la loi, la C-18 que Trudeau veut imposer sur les
les grands médias, les grandes plateformes, Facebook et Meta et Google. Mais actuellement, à cause de cette barrière-là qu'ils veulent mettre, regarde, les autres ont juste dit, je tire la plug. Puis maintenant, vous n'avez plus accès à l'information. Par contre, l'information qu'on recevait des grands médias, c'est comme déjà la semi-poubelle. Je trouvais rien de vraiment beaucoup de choses de pertinent. Regarde, l'hiver commence, puis je trouve qu'ils ont... Tu vois, genre la discussion COVID n'est plus aussi forte qu'elle était avant. Mais je sais, je vois des fois des articles qui veulent s'échapper. Mais bon, ils ne sont pas là. Puis en ce moment, il y a un nouveau créneau qui est en train de se développer. Je vais donner un gros shout-out à WSC, Wellstar Canada, Ricky. Une jeune tête très bright, parce que lui, en ce moment, il a une page, puis comme sa page, c'est devenu... Je ne vais pas trop brûler de l'information parce qu'ils écoutent. Sa page, c'est devenu vraiment la référence en actualité. Okay. Objective, informative sur le local, sur la société locale, et parfois, il va y avoir d'autres trucs. Fait que, il manque juste la météo, puis il va y avoir la top plateforme. That's it. Après, je m'occupe de ça. Mais, tu vois, accès à l'information, parce que là, puis je vois l'information qu'il donne, puis jusqu'à là, je donne un gros props parce que, tu vois, je trouve qu'il n'est pas biaisé encore. Parce que ça peut être un cercle vicieux aussi quand tu as accès à l'information, quand tu te donnes l'information. Oui. Parce que tu peux être biaisé. Oui. Le conseil que je pourrais dire, WSC, tombe pas dans les billets, tombe pas dans le cercle, tombe pas pour les serpents qui vont essayer de venir prendre ta plateforme pour de l'argent facile. Nah. Keep it up. Fait que tu es conférencier, tu as fait un TED. Oui, j'ai fait un TED Talk dernièrement à Hawkesbury. Il va sortir dans une couple de semaines. Puis c'était vraiment une belle expérience. Quel sujet? Les finances. Les finances. Les finances. Puis... Mais c'est quoi Parce que, oui, ça va être les finances, mais y a-tu quel sujet ou comme moralité ou sinon peut-être... C'est la consommation. Puis c'est quoi la richesse? La consommation et la richesse, OK. C'est quoi la richesse? Donne-moi un sneak peek de ton TED Talk. Parfait. Je te demande, c'est quoi la richesse pour toi? C'est-tu un gros char? C'est-tu aller en vacances? Ça représente quoi la richesse? La richesse, c'est savoir que je peux faire ce que je fais en ce moment comme de job, de passion, puis fournir à tous mes besoins personnels, professionnels, intimes, puis ça me permet de grandir. C'est avoir une liberté puis une joie de vivre. OK. Puis si je te disais que ta liberté, c'est aussi un piège. Parce que quand on est libre, puis on se dit, bon, mais ici, c'est le pays du merveille, on peut aller... The world is your oyster. Tu peux tout aller chercher. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va se comparer aux autres. Ah, mais lui, il a acheté un nouveau char. Moi, je vais m'acheter un nouveau char. Ah, lui, il a une plus grosse maison. Je vais m'acheter une plus grosse maison. Fait qu'on est libre de nos choix. C'est des choix qu'on fait de manière libre, mais on ne les fait pas pour les bonnes raisons. Puis finalement, c'est ça qui nous met dans une situation où on se sent pas libre. Parce que si on s'achète un gros char pour se comparer à l'autre, parce qu'on veut se sentir libre puis on peut le faire, mais finalement, c'est ça qui va te serrer la gorge puis qui va te faire sentir comme quoi tu n'es pas libre. Le cercle vicieux. Puis on ne peut pas tout avoir. Le monde, il me dit tout le temps, mais moi, je veux ci, je veux ça. Ouais, mais si tu n'avais pas besoin de tout ça, puis si tu me disais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin? Mais souvent, c'est très simple. Le monde qui réussit à bien vivre leur vie, c'est le monde qui réussit à vivre sous leurs moyens puis qui comprennent qu'ils n'ont pas besoin de belles choses. Tu regardes Mark Zuckerberg, tout ce monde-là, ça se promène pas en gros suit de 10 000 Armani, Hugo Boss. C'est du monde très, très simple qui ont compris que c'est pas des choses qui vont rendre heureux puis qui vont donner la liberté, mais c'est plutôt le temps qu'on a avec ceux qu'on aime. C'est quelque chose de fou. Mon dernier invité, Angelo Rubino, gros shout-out, parce que je vais faire un lien. T'sais, lui a dit que comme podcaster, la plus grosse valeur que vraiment ton audience est donne, les autres, ils payent vraiment cher. Ton audience d'un podcast, de conférencier, des trucs comme ça, c'est du monde qui paye très cher quand ils écoutent parce qu'ils sont en train de donner du temps. Oui, exactement. Puis le temps, je l'ai dit dans mon podcast, puis je le dis tout le temps, quand quelqu'un me dit que c'est pas cher, la première question qui vient à la tête, c'est parfait. Tu travailles combien d'heures pour acheter qu'est-ce que tu me parles? Net, pas brut. Fait qu'une sandwich, ça c'est quelque chose que j'ai dit dans le TED Talk. Le Canadien moyen va travailler 1 heure pour un trio au Subway.
Fait que si je te dis de venir travailler pour moi pendant 1 heure puis je te donne une sandwich, tu vas me dire non. Avec les prix dernièrement, ouais. Tu vas me dire non. Mais tu vas aller travailler pour le faire. Fait que c'est d'avoir une autre perspective puis de regarder le temps derrière l'argent que tu vas dépenser vis-à-vis l'argent. Parce que l'argent, c'est facile, c'est juste un numéro. Le temps associé, c'est quelque chose d'autre. Moi, c'est pour ça, plus mature, je suis très strict aussi avec le temps que je donne, des trucs comme ça. Puis quand il y a du monde en retard, oh mon Dieu, que je perds patience, puis ça m'énerve. Ça, c'est vraiment, t'es en retard, genre, honnêtement, t'es vraiment déjà dans un blacklist parce que tu me fais perdre mon temps. Oui, effectivement. C'est un respect envers soi-même, c'est un respect envers l'autre, d'arriver à l'heure. Oui. Puis ça en dit beaucoup. Puis tu sais, le monde là, qui vit, ben, je peux rien faire. Ben oui, t'as aucun respect quand t'es en retard. Tu sais, puis moi, c'est le plus gros défaut. Tu peux avoir une haleine de cul, mais tu viens à l'heure, ça compense. Oui. Fait que, tu sais, c'est intéressant, c'est vraiment cette direction. Fait que tout ça va être sur YouTube. Oui, ça va être sur YouTube dans une couple de semaines. Puis là, en fin de semaine passée, j'étais à MIT pour un TED Talk parce que je veux appliquer pour un permis pour être capable d'être l'organisateur d'un TED Talk dans la province de Québec. Je ne dirai pas la ville encore, mais je travaille pour avoir le permis pour être capable d'organiser mon propre événement TED Talk puis aller chercher des speakers. Fait que ça, c'est-tu un permis qui te donne comme une licence? Oui. Okay. Oui, c'est une licence. C'est beaucoup de processus. Il faut que j'aille voir un TED Talk à Vancouver en avril pour être capable de solidifier le permis par la suite. Il faut faire une application. Puis par la suite, bien sûr, c'est dans leurs mains. Mais pour moi, c'est la mission derrière de juste donner de l'information, de donner de la valeur à ton audience, un peu comme dans un podcast, sans nécessairement que ce soit du gros monde, du monde qui soit payé pour le faire. Non. C'est du monde qui veulent uniquement donner l'information pour que la salle sorte enrichie. Ça, pour moi, ça me parle. Ça, c'est... OK, c'est quoi le projet ambitionnaire que tu as derrière faire un Tech Talk? Ça ressemble à quoi? Ça serait du TED Talk Montréal? Ça serait pas Montréal. Montréal, il y en a déjà une couple. Il y a HEC Montréal, il y a McGill. Ils ont déjà des permis pour l'université. Montréal, je te dirais que c'est pas là pour l'instant. Dans le marché. C'est un autre ville. Une fois que je l'ai, on va voir par la suite si je suis capable de propulser ça puis faire d'autres événements. Mais on va commencer par commencer parce que c'est de l'organisation. Fait que c'est-tu une organisation qui vont t'enseigner ou sinon ils vont avoir genre une formation de comment le passer? Parce que, tu sais, même sur YouTube, il y a des tutorials pour comment parler à la TED Talk, soulever un sujet, puis le développer, essayer de voir le côté objectif. Tu sais, j'ai vu un peu ça, puis moi, je ne te cache pas, tu sais, vraiment, le public speaking, c'est quelque chose que je le pratique déjà, puis j'ai beaucoup aiguisé, tu sais, à cause du podcast, puis je fais ça régulièrement. Fait que j'ai gagné beaucoup de points en communication, mais je serais curieux de voir vraiment d'un point de vue structurellement. Le structure, je te dirais que c'est très, ils sont très rigoureux dans leur structure. Ouais, non, c'est ça que j'ai vu parce qu'il faut que ça soit très court, de courte durée, puis il faut vraiment que tu sois capable de tout, genre passer, genre, bang. Puis pas juste ça, c'est que moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui parle du cœur. Moi, ça, c'est la première fois que je faisais une conférence. Je suis quelqu'un qui parle du cœur, puis TED Talk, mais ça passe pas. TED Talk, il faut que tu l'écris, il faut que les autres le regardent, faut que ça soit approuvé par un comité, genre. Approuvé par le comité, puis une fois que c'est approuvé, mais quand tu arrives sur scène, t'as pas une grosse marge d'erreur. Faut que tu dis qu'est-ce que tu dis. Fait que faut que tu mémorises ton texte. Moi, personnellement, mémoriser un texte pour parler du cœur, je trouve ça robotique. C'était un gros défi. Mais c'est ça. C'est un autre défi. C'est un autre monde. Tu peux pas aller ad-lib et parler du cœur. Faut vraiment que tu restes à ton script. Puis, sinon, tu lances un podcast. Ouais. Sinon, tu fais ça comme on fait aujourd'hui. Il y a eu une autre invitée podcast. Shout-out à Dr. Stéphanie Alchake. Dr. Stéphanie, juste Yo Steph, elle est super nice comme femme. J'admire beaucoup, puis j'ai donné beaucoup de fleurs aussi parce qu'elle parle de sujets, c'est une pharmacienne. Oui. Puis elle parle de sujets vraiment qui sortent des... elle parle le tabou de la pharmacie. Certains sujets qui peut-être ne sont pas abordés à cause du système, comment c'est fait, puis elle challenge beaucoup les idéologies derrière, pourquoi certaines choses sont faites de certaines façons. Elle a fait un TED Talk. Mais il me semble, ça fait 1 an qu'il n'a pas publié encore. Elle est très controversée. Quand tu parles contre le domaine pharmaceutique,
tu peux être très controversé. C'est sûr. Faut que tu gardes ça PG, hein? Puis on dirait que, regarde, elle m'a dit qu'elle a fait, le monde a abordé son sujet, mais il n'est pas encore sorti, puis il est en retenue, je pense. OK. Je fais comme, shit, c'est quoi que tu allais dire? Très curieux de le voir, là. Ouais, exactement. Maintenant, ça, c'est votre sneak peek. On est curieux d'aller voir c'est quoi cette conversation. Donc, regarde, c'est super cool. Tu sais que j'ai vu qui est super cool. J'ai un autre de mes invités. Regarde, c'est fou les invités qui viennent ici. Quand tu y penses. Pierre-Luc Labbé, lui, il est allé faire une formation à Concordia. Oui. C'est sur comme devenir un coach professionnel, tu sais, vraiment. Il y a un type de coach, mais c'est pour être vraiment un coach vraiment professionnel, mais j'ai vu le programme, puis ça a l'air quelque chose de fou. OK. Parce que ça implique beaucoup de public speaking, de comment, tu sais, vraiment, de beaucoup de leadership. Mm-hmm. J'ai vu ça, c'est genre 10 000 $. Je suis comme, okay. Oui. Puis je pense que la communication reste notre meilleur outil. Quand on est capable de bien communiquer nos choses, peu importe dans quel domaine tu travailles, que ce soit personnel, relationnel, la communication, pour moi, c'est la base de tout. Non, définitivement. Regarde, jusqu'à là, j'aime bien communiquer avec toi. C'est super cool. Puis, tu sais, on le fait depuis un bon moment. Fait que c'est super apprécié. Tu sais, parle-moi un peu de, tu sais, vraiment, où est-ce que tu vois les choses? Où est-ce que ça en va? Tu sais, c'est quoi que comment tu vois la société? Qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait améliorer de plus? L'éducation. Moi, c'est un projet que je travaille depuis quelques années. J'ai beaucoup de réticence parce que je travaille dans le domaine financier. Vu que je travaille dans le domaine financier, si je veux aller parler à une école ou à un centre communautaire ou quoi que ce soit, puis je dis, bon, mais je veux venir parler, puis je veux venir donner l'éducation, mais je vais être vu comme un solliciteur. Si j'arrive avec une approche plus philanthropique, TED Talk, conférence, c'est ça, mais là, on peut peut-être ouvrir la porte, puis peut-être semer des graines pour que l'idée part de là. Je pense que notre société, je pense que la génération a faim. Les jeunes générations, ils ont faim. Sont prêts à mettre l'effort, puis avec les bons outils, puis le bon cheminement, je pense que c'est eux autres qui vont être capables de prendre la relève. Il y a une génération que, tu sais, on s'entend, c'est controversé. Il y a une partie de la génération, peut-être pas, mais moi, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage, 19, 20, 21. Laisse-moi dire, ça pousse fort. J'aime ça taquiner les Gen Z, juste parce qu'ils sont tellement bizarres dans leur tête, là. Je pense qu'ils ont tous été échappés en même temps. Mais il y a quelque chose, ils sont très allumés, ils sont très smart. Puis moi, c'est assez intriguant, là, ce côté-là. Genre, fuck. Parce que, tu sais, c'est une génération qui ont grandi YouTube, là. L'information était accessible, puis ça permet de créer un genre de talent très jeune. Oui. Puis que, rendu là, des 19-20 ans, ils posent des questions qui sont très avancées, que peut-être moi, à 19-20 ans, moi, je ne posais pas ces questions-là. Là. Oui. C'est l'accès à l'information. Nous, les questions de ma génération sont où, les... Oui. Dans la vie, il faut s'amuser en priorité. Exact. Y a-tu une question qu'on t'a jamais posée que tu aimerais répondre? Que ça soit autant philosophique ou vraiment sur une éducation? Si je pouvais changer une chose, ou si je pouvais apporter une chose à la population ou le monde dans mon entourage, ce serait quoi? Je pense que c'est une question que j'aurais aimé me faire poser. Parce que souvent, on regarde des réseaux, on ne sait jamais vraiment l'intention, l'intégrité derrière les choses. Des fois, le monde va regarder, bon, mais c'est la business, il fait ça pour lui, il fait ça pour encourager les gens. Mais je pense que c'est toute une question de propager qui qu'on est, puis d'être capable d'amener le monde à voir que tout est possible. Puis on vit présentement dans une société, dans un temps où que tout est possible. Il faut juste être capable de se discipliner et le faire. Il y a beaucoup de personnes sur YouTube, sur TikTok, peu importe, qui n'arrêtent pas de mettre ce message-là de devant. C'est pas du bullshit, c'est réel, puis il faut vraiment être capable de mute le bruit, prendre action, puis foncer. Je pense que j'ai appelé ce podcast « Mute le bruit ». Oui. C'est intéressant. Puis ce podcast-là, une des raisons d'être, c'est aussi exactement, c'est l'éducation. C'est amener vraiment une perspective que
je trouve qu'elle est plus commune de ce qu'on voit vraiment dans les grands écrans. Puis, tu sais, le plus transparent, objectif, mais même partager autant de son opinion, mais de le faire d'une façon constructive aussi. Tu sais, tu peux amener quelque chose de très ignorant, mais si tu l'amènes d'une façon plus intelligente, on va peut-être écouter. Mais en ce moment, c'est juste tout le monde en train de japper après vraiment qui a raison. Puis si on peut commencer à influencer comment vraiment la communication va être faite, on va être mieux informé. Je pense que quand le monde il sent que la personne l'a fait de la bonne manière, c'est pour ça que je parle souvent de philanthropie, parce qu'on sait que la personne ne le fait pas pour l'argent, puis qu'il en sort absolument rien, mais la personne est d'autant plus réceptive à l'information que tu vas donner. Fait que ça aussi, c'est une partie qui vient l'enlever. Moi, souvent, le monde il me demande, au niveau de mon entreprise, moi, je suis quelqu'un qui pense long terme. Moi, 5 ans, c'est pas grave. 10 ans, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'à long terme, je sais que je vais bien réussir à cause que je pense pas d'aujourd'hui. Je pense à le futur. Puis en pensant au futur, puis en prenant des petits pas, puis en étant constant, puis en ayant l'intégrité de ne pas dire je fais ça pour l'argent, mais je fais ça bien pour le bien-être des autres, côté éducation, côté ça. Je sais que peu importe où je vais me rendre dans 10 ans, que ce soit personnellement ou que ce soit ma business, je vais avoir bien réussi parce que mes intentions puis mon intégrité derrière, c'est pas I want a quick buck tomorrow. C'est je suis là pour longtemps, je veux amener la valeur aux gens autour de moi, puis je suis prêt à le faire gratuitement. Avec des podcasts, avec des conférences, avec des choses comme ça. Super bien. Puis, pour finaliser ça, quelle valeur... Non, avant, scratch ça. Ton père t'a donné une belle valeur de vraiment d'activité, de peut-être de curiosité, d'exécution, ce que j'ai su comprendre. Toi, comme papa, quelle valeur voudrais-tu laisser derrière toi, tes enfants? La valeur, c'est de toujours être l'héros. Être l'héros pour soi puis être l'héros pour les autres. Pour être capable de toujours vouloir s'améliorer, de toujours vouloir être la meilleure personne que tu peux être, mais pas pour l'ego et pas pour le statut et tout ça, mais vraiment pour soi, puis pour dire que, tu sais, je pense que c'est Matthew McConaughey, le héros, c'est moi dans 10 ans, puis tu arrives dans 10 ans, puis c'est pas moi, c'est moi dans 10 ans. Tu sais, c'est vraiment de dire qu'on est ici sur la vie pour amener une richesse aux autres. On est là pour servir. On est là pour augmenter notre qualité de vie. Puis une des meilleures manières d'augmenter notre qualité de vie, c'est en service, c'est en donnant. Fait que ça serait ça. Ça serait soit ton héros, puis soit l'héros des autres. Bang, guys. Bon. C'est fou. Nice. Ouais, nice. Nice. Juste avant, ramène le mic parce que j'aime ça que tu partages où est-ce qu'on peut te rejoindre. Tu sais quoi, ton Instagram, ton Facebook, parle-moi de toutes tes plateformes. Pas mal toutes mes plateformes, c'est Philippe Goyer. Pas mal partout. Fait que si je peux avoir du love sur TikTok puis Instagram, je te dirais que c'est les deux plateformes que j'utilise pas beaucoup, que j'ai besoin d'augmenter. Vous avez compris? Puis sinon, mais Facebook, c'est pas mal là-dessus que je fais mes affaires. Parce que les autres, j'ai pas le temps, puis je connais pas trop les algorithmes et tout ça. Mais j'essaie, puis je vais continuer de pousser sur ces réseaux-là. OK. Ben non, super bien, vous avez compris. Guys, showez du love sur Instagram, TikTok. T'inquiète, Yellow Seed va s'occuper de ça. On va booster, on va faire du bruit pour toi dans les autres plateformes. Puis, finalement, juste dernière chose que je voulais donner, shout-out, les ateliers avec Ray, une expérience par RM. En ce moment, c'est quelque chose, c'est une plateforme d'ateliers où est-ce que j'enseigne les personnes à développer ou juste raffiner le hustler mindset. Donc, on parle de développement d'affaires, de marketing, de création de contenu. Autant que ça va être du podcast, autant que ça va être le lead gen, autant que ça va être le cold call. Ça, c'est vraiment les choses que moi, je suis capable de redonner à quelqu'un. Donc, c'est les ateliers de Ray. Le 20 novembre, ça s'en vient très prochainement, une fois par mois. Des groupes limités de 10 personnes, 150 $, vraiment pour y joindre. Mais vous allez voir que le RM Experience est à un autre niveau. Et donc, ça, c'est le message. Joignez-vous, guys, partagez le message. N'oubliez pas de vous abonner. Shout-out à notre team ici, Black Box, Camilo, Good Vision, derrière, sur la régie. Donc, est-ce que vous êtes prêts, guys, pour cet épisode? Ça va être fou. Yellow Seed Podcast.